Cher Guillaume Travers, bonjour et merci de participer à ce podcast pour le site de la revue Éléments. Revue Éléments dont vous êtes l'un des piliers, en tout cas l'une des grandes plumes, et notamment sur les questions économiques. Donc ça tombe bien puisque c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors justement, dans le dernier numéro de la revue Éléments, le numéro 212 qui est actuellement disponible dans tous les kiosques, vous consacrez un article au fonds d'investissement BlackRock et à la question des fonds passifs. Alors bien sûr, sans trop déflorer cet article que les auditeurs pourront retrouver dans nos colonnes, pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi il s'agit et pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur cette question ? Alors, bonjour aux auditeurs d'Éléments. BlackRock, c'est un des plus gros investisseurs de la planète. C'est un fonds d'investissement qui gère à peu près 12 000 milliards de dollars dans le monde, donc c'est absolument considérable. Et c'est un fonds qui a une caractéristique absolument particulière de faire d'un investissement qu'on appelle avant tout passif. Quelle est l'idée ? Souvent, quand on se représente l'investissement en bourse, eh bien, on imagine que le but est de sélectionner les meilleures actions ou les meilleures obligations, les meilleurs titres qui performeront le mieux. Et beaucoup de recherches en économie, en finance, depuis des décennies, ont montré qu'en fait, ces stratégies actives, très souvent, perdent de l'argent. Et le pari de BlackRock, eh bien, c'est de dire on ne va pas du tout chercher à surperformer par rapport au marché, on va simplement acheter toutes les actions ou un portefeuille de toutes les actions qui sont sur le marché pour juste performer aussi bien que les grands indices boursiers, donc le Nasdaq, le Dow Jones, le CAC 40, etc. Et en fait, ces stratégies passives, depuis une vingtaine d'années, ont attiré des fonds absolument considérables, donc c'est les plus gros investisseurs, et avec une conséquence énorme, c'est qu'un fonds comme BlackRock est le principal actionnaire d'un nombre extrêmement élevé de grandes entreprises de la planète. Si vous prenez Apple ou Microsoft ou les grandes entreprises américaines ou européennes, il y a toutes les chances que BlackRock soit le plus gros actionnaire ou un des plus gros actionnaires. Et donc BlackRock est en principe passif, mais avec le risque potentiel qu'un jour il s'implique plus activement. Et on sait que BlackRock joue aussi un rôle important dans l'évolution réglementaire. BlackRock, par exemple, est un interlocuteur important pendant la réforme des retraites pour pousser, par exemple, la retraite par capitalisation. D'accord, donc cette histoire des fonds passifs, ça démonte un peu le mythe du super trader qui réussit à faire des exploits parce qu'il est beaucoup plus brillant, beaucoup plus informé que les autres, d'une certaine façon. Alors, effectivement, il y a les deux. Il y a une part de plus en plus grande de la finance est effectivement passive et BlackRock, avec quelques autres, est le modèle. Il y a aussi ailleurs dans le secteur financier, et dans le prochain numéro, j'y consacrerai d'ailleurs un article, des traders aussi extrêmement sophistiqués, qui d'ailleurs souvent en fait, codent des algorithmes, mais c'est des algorithmes eux-mêmes qui investissent plutôt que des humains, à des fréquences extrêmement élevées. Donc il y a un peu ces deux extrémités, mais effectivement le gros centre historique de la finance qui était l'investissement actif par des gérants individuels, par des individus, des boursicoteurs si l'on veut, eh bien tout ça est plutôt moins important qu'il n'a été par le passé. Et on a ces deux extrêmes. D'un côté, la passivité avec très peu de sophistication, c'est BlackRock. De l'autre côté, des investissements extrêmement sophistiqués, des algorithmes, des mathématiciens, etc. Ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour justement le petit boursicoteur. C'est-à-dire parce qu'on incite beaucoup les gens à placer leurs petites économies. Est-ce que c'est un bon calcul, selon vous, pour les gens d'essayer de se prendre pour des traders du dimanche ? Alors, c'est typiquement un très mauvais calcul. On a beaucoup d'études là-dessus qui maintenant sont très claires. On sait que les individus qui investissent en bourse, évidemment qui eux-mêmes choisissent dans quoi investir, en moyenne perdent de l'argent. Et plus ils achètent et vendent fréquemment, plus ils en perdent. C'est-à-dire que si vous êtes un boursicoteur du dimanche et que vous vous connectez une fois par mois à votre compte, eh bien, vous perdez en moyenne plus d'argent que si vous vous connectez une fois tous les 6 mois. Et ceux qui tradent tous les jours perdent encore plus d'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir en bourse dans sa globalité, mais effectivement, si vous voulez le faire, plutôt le faire par des fonds passifs. C'est globalement plus rentable d'investir un peu partout en ne faisant rien, qu'en essayant vous-même de faire mieux que le marché. D'être hyperactif. Ouais, exactement. Alors, ces exemples que vous évoquez et bien d'autres donnent tout de même l'impression que dans cette course, on va dire, à la financiarisation de l'économie, celle-ci n'est désormais plus qu'une suite d'opérations informatiques
d'une série d'algorithmes et de processus techniques, mécaniques, et qu'elle est de plus en plus décorrélée, on va dire, de l'économie réelle, des biens, des services et des marchandises. Alors ce sentiment correspond-il à la réalité et est-ce inquiétant? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on assiste à la création d'une nouvelle bulle financière qui risque d'exploser comme les précédentes? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la question et qui est très, très légitime. Il y a des grosses tendances lourdes intéressantes depuis quelques décennies. C'est qu'il y a d'un côté des valorisations boursières globalement extrêmement élevées, encore aujourd'hui, alors que le contexte économique dans le monde est plutôt un peu morose, les valorisations boursières sont extrêmement élevées. Et il y a de moins en moins d'entreprises cotées en bourse. Par exemple, aux États-Unis, le nombre d'entreprises cotées en bourse est considérablement moins important aujourd'hui qu'il ne l'a été par le passé. Donc en fait, il y a une masse d'épargne très importante qui cherche à s'investir sur les marchés au sens large pour un nombre de plus en plus restreint d'entreprises cotées en bourse. Et tout ça dope les valorisations boursières par la loi de l'offre et de la demande. Et donc, effectivement, avec un vrai risque que ces valorisations soient de plus en plus décorrélées de la valeur réelle des entreprises. Alors, c'est toujours très compliqué de dire est-ce que c'est une bulle qui va éclater ou pas, mais en tout cas, il y a effectivement des valorisations très élevées. Et aujourd'hui, on a des niveaux de valorisation qui paraissent très très élevés par rapport à des moyennes longues historiques. Alors, encore une fois, est-ce que ça va éclater à court ou moyen terme? Il y aura probablement des fluctuations importantes, mais c'est très dur de prévoir ça. Alors justement, en parlant de bulles, il y en a une qui a bel et bien explosé, c'est la bulle de 2008. Et après cette fameuse crise de 2008, on a beaucoup parlé de moralisation du capitalisme, sur l'ère bien connue du plus jamais ça. Mais alors, qu'en est-il véritablement aujourd'hui? Est-ce que des mesures ont été prises pour encadrer et réformer le capitalisme? Ou la situation est-elle la même, voire pire qu'avant cette crise? Alors, la situation a un peu changé. Il y a eu, par certains aspects, de gros efforts réglementaires qui ont été faits dans le monde après la crise de 2008 pour essayer de mieux réguler les banques, etc. Toutefois, donc il y a eu beaucoup de pages qui ont été écrites là-dessus. En tout cas, ça c'est certain. Il y a des milliers de pages de réglementation bancaire. Est-ce que ça change fondamentalement le système? C'est une autre question. Si on prend un peu de recul et par exemple on compare par rapport à la grande crise de 29, les changements réglementaires après la crise de 29 ont eu une ampleur beaucoup plus importante que celle après la crise de 2008. Par exemple, en 1929, un débat qu'on a eu en 2008 s'était déjà posé, la question de savoir est-ce qu'on peut faire au sein d'une même banque des activités de banque de dépôt, c'est-à-dire en gros prendre des dépôts des ménages et faire des prêts tout simples, et combiner ça avec du trading spéculatif, la banque d'investissement. Bon. En 1929, quasiment du jour au lendemain, on a pris ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act, où on a coupé en deux des très grandes banques de l'époque, et on a dit, maintenant c'est complètement séparé, des sociétés différentes, des personnels différents, etc. Le débat est revenu en 2008, on l'a traité de manière beaucoup plus modérée. On n'a forcé aucune grande banque à se séparer. Au mieux, on a dit, en interne, il ne faut pas que les gens se parlent, il faut peut-être qu'ils mangent dans des cantines différentes, mais dans le même bâtiment. Des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus modéré. Et effectivement, le fonctionnement du système n'a guère changé, si ce n'est qu'il y a une préoccupation nouvelle, qui est que généralement, quand on régule une partie du secteur, le risque, c'est que ces activités qu'on voulait réguler se déplacent dans d'autres juridictions ou dans d'autres segments moins régulés. Et ça, on l'a vu beaucoup après 2008. Beaucoup des choses pour lesquelles on a contraint les banques, maintenant se font dans ce que les Anglais appellent shadow banking, donc la banque de l'ombre, donc des acteurs moins régulés qui probablement seront un jour au cœur d'une nouvelle crise. Et si j'entends bien, si je comprends bien ce que vous dites, est-ce que ça veut dire qu'on avait une capacité de régulation plus grande en 1929 sur le système qu'on ne l'a aujourd'hui? Et ce qu'on a imposé aux banques en 1929, est-ce qu'on pourrait encore aujourd'hui l'imposer de façon politique? C'est probablement pas le cas. C'est-à-dire que le rapport entre politique et économique, sur le temps long, c'est évidemment inversé. Le politique a eu la prééminence sur l'économie pendant très longtemps et aujourd'hui, on voit bien que les activités financières sont beaucoup plus mobiles qu'elles ne l'étaient même en 29. Et donc, si on voulait avoir le même effort réglementaire, probablement l'opposition
des lobbies financiers, des grandes institutions financières, et puis la concurrence mondiale qui fait que les activités pourraient simplement se délocaliser ailleurs, restreignent considérablement les capacités de réglementation. On le voit aussi d'ailleurs, même au niveau, même par exemple au sein de l'Union européenne, où dès qu'on régule, le principal sujet qui revient, c'est de savoir est-ce que ça ne va pas inciter, par exemple, nos grandes banques françaises, pour prendre l'exemple de la France, à aller s'installer ailleurs, ou est-ce que sur certains marchés, le rôle important qu'elles jouent, elles ne vont pas le perdre au détriment des banques allemandes, des banques anglo-saxonnes, etc. Donc, effectivement, la capacité à avoir un changement réglementaire fort est considérablement amoindrie. Hein. Alors, face à ce système de plus en plus difficile à réguler et à contrôler, dans vos ouvrages, notamment publiés aux éditions de Nouvelles Librairies, souvent en collaboration avec l'Institut Iliade, vous prenez souvent comme contre-exemple, on va dire, du capitalisme contemporain tel que nous le vivons aujourd'hui, l'organisation socio-économique du Moyen-Âge, largement basée sur le principe des communs et sur l'appartenance communautaire. Alors moi, j'ai lu vos livres, que j'ai trouvé tout à fait passionnants, notamment d'un point de vue historique et intellectuel, mais je vous avoue, parfois, avoir quelques peines à voir comment ces modèles, si intéressants soient-ils, pourraient être réactualisés aujourd'hui, ou du moins quels sont les éléments de ces systèmes que l'on pourrait utiliser pour construire des alternatives, on va dire, concrètes au capitalisme. Peut-être pouvez-vous m'éclairer un peu sur ce point. Alors, c'est évident que la question est très compliquée et il faut rester très modeste. Je crois que la raison pour laquelle l'exemple médiéval est intéressant, c'est d'abord, effectivement, avant tout, par souci intellectuel, de bien comprendre en fait, le contraste entre le système actuel et le système médiéval permet de mieux souligner ce qui est propre au système actuel. Je crois qu'il y a une des grandes erreurs intellectuelles et qu'on retrouve chez énormément d'auteurs, c'est de dire finalement le capitalisme a toujours existé. Il y avait un capitalisme médiéval, il y avait un capitalisme chez les Romains, chez les Grecs, pourquoi pas au Paléolithique. Et je crois que si on raisonne comme ça, c'est une grave erreur. Il y a quelque chose de proprement nouveau dans le capitalisme, qui est l'oubli quasi complet de la question de l'intérêt commun, de l'intérêt communautaire, collectif. Il y a l'idée que tout peut être marchandise, qui est une idée qui était complètement hérétique jusque très tardivement, hein, jusqu'au 19e siècle probablement. Il y a énormément des échanges qui échappent à la logique marchande. Et je crois que l'exemple médiéval est utile pour mieux saisir aussi ce qui est propre au capitalisme, ce qu'il apporte en bien ou en mal par rapport au système antérieur. Après, de là à en faire une solution, c'est évidemment un saut qui est très difficile à franchir. Je crois qu'au mieux, ce qu'on peut en récupérer, c'est l'idéal d'un monde où la question des intérêts communs reprend le dessus sur les seuls intérêts particuliers. Mais évidemment, si on devait vivre un jour cette transition, ça devrait se faire sur la base d'institutions, d'un droit nouveau qui ne pourrait pas être le droit médiéval, évidemment. Alors, ce que j'entends, c'est que vous réfutez l'idée qui est avancée par un certain nombre de personnes qu'à partir du moment où il y a de l'échange et du commerce, il y a du capitalisme. Le capitalisme est un phénomène particulier qui ne se résume pas au commerce, à l'échange. Exactement. Alors, il y a toujours eu évidemment des échanges. Je crois que le propre de toutes les sociétés jusque très tardivement, et on le retrouve en Europe, et les ethnologues le montrent dans quantité de sociétés hors d'Europe, faisait une distinction très nette entre l'échange proche et l'échange lointain. L'échange proche, c'est-à-dire l'échange quotidien au sein d'une même communauté. Et ces échanges-là étaient souvent régis parce que Mauss a appelé le principe du don et du contre-don, et donc échappé à une logique marchande. Là où l'échange lointain, par définition, on échange avec des gens qui ne sont pas de la même communauté, qui n'ont pas, par exemple, les mêmes dieux, les mêmes principes, les mêmes références communes. Et là, cet échange-là est beaucoup plus utilitaire. Il s'agit, à un moment donné, d'accorder les intérêts particuliers. Bon. Cet échange lointain a toujours existé. Mais jusque très tardivement, il est resté absolument marginal dans l'existence des hommes. Et le droit spécifique auquel il a donné naissance, qui était le droit commercial, restait un droit qui était complètement subordonné par rapport au droit commun
des peuples qui était le droit civil. Et avec le capitalisme, d'abord les premiers grands auteurs, on va dire libéraux, Adam Smith notamment, et puis Ricardo, et puis d'autres, ont affirmé qu'il n'y avait aucune différence de nature entre l'échange proche et l'échange lointain. Et en fait, toutes les interactions humaines ont été repensées sur ce modèle de l'échange lointain. Où finalement on a dit, même avec votre femme ou vos voisins, eh bien, le modèle de base, c'est plus le don et le contre-don, c'est l'échange marchand, monétaire, etc., avec un prix, etc. Et donc, oui, l'échange lointain a toujours existé, mais il y a eu une inversion dans la prééminence qu'il a par rapport à d'autres formes d'échange que sont le don et le contre-don, qui ont historiquement eu une importance très importante. Alors, vous l'avez évoqué dans votre propos, mais un autre sentiment qui prévaut quand on observe le système économique, enfin, du moins d'un point de vue béotien comme le mien, c'est en effet celui de sa totale domination sur le politique. La politique semble vraiment être devenue un variable d'ajustement de l'économie, et on a l'impression que la politique n'a désormais plus aucun autre rôle que de tenter de faciliter l'épanouissement de l'économie. Alors, est-ce que vous partagez déjà ce constat ? Et si oui, de quand datez-vous cette prise de pouvoir, puisque vous l'avez évoqué, de l'économie sur le politique, et pensez-vous surtout qu'il soit encore possible d'inverser cette tendance ? Alors oui, je partage évidemment le constat qui me paraît extrêmement net. Aujourd'hui, dans une large mesure, le rôle du politique, c'est d'aligner les normes juridiques et le cadre réglementaire sur des intérêts commerciaux. Souvent, quand on vous vend une réforme, on ne vous dit pas c'est pour le bien commun, on vous dit c'est pour garder nos entreprises localement, c'est pour attirer des investissements étrangers, etc. Ça, c'est très vrai. De quand ça date ? Il y a une histoire longue, mais qui s'est accélérée depuis quelques décennies, et je pense depuis les années 80. L'histoire très longue, je pense que ça remonte, beaucoup de gens ont fait dater la naissance du capitalisme de la grande ouverture des mers après les grandes découvertes. Et je crois que c'est intéressant d'un point de vue, presque d'un point de vue symbolique, c'est qu'à partir du moment où la haute mer devient le véhicule du commerce, et c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il devient possible pour les navires marchands, pour les marchands, de contourner toutes les terres qui sont moins favorables au commerce. Et donc, de facto, la possibilité de contourner des pays, des continents, des royaumes qui sont plus alignés sur les intérêts commerciaux ouvre la voie à une concurrence des normes. Concurrence fiscale, concurrence réglementaire, etc. Évidemment, au XVe ou au XVIe siècle, ça restait tout à fait marginal. Aujourd'hui, ça a pris une importance absolument considérable. On sait par exemple que l'évasion fiscale, qui était des grandes entreprises qui étaient encore presque inexistante dans les années 80, aujourd'hui prend des proportions absolument considérables. Même chose pour l'évasion fiscale des particuliers. Même chose pour le recours aux pavillons de complaisance pour les navires qui transportent les biens qu'on consomme au quotidien. Donc il y a vraiment une accélération depuis les années 80. En gros, la dernière vague de mondialisation a vraiment été associée par un renversement complet de la prééminence relative du politique et de l'économique. Alors justement, dans ce contexte-là, est-ce que l'élection récente de Donald Trump est susceptible de changer un peu les choses ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression justement d'un retour du politique, d'un retour d'une volonté du politique de contrôler l'économie ? Il est bien sûr assez trop tôt pour se prononcer sur les résultats, mais en tout cas sur les annonces, on sait que Donald Trump a annoncé des mesures protectionnistes, le retour de tarifs douaniers, etc., etc. Est-ce que c'est une première rupture avec le mondialisme consumériste ? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose parce que ça va provoquer sans doute un retour aussi des politiques protectionnistes européennes ? Est-ce que ça vous paraît au moins aller dans le bon sens ? Alors c'est très intéressant et ça évoque une question assez fondamentale qui est un des grands historiens de l'économie, Paul Béroc, avait formulé ce qu'on a parfois appelé le paradoxe de Béroc, c'est qu'il dit, quand vous lisez la théorie économique, quasiment tous les économistes vous disent que le libre-échange est bon pour tout le monde, et donc si c'est bon pour tout le monde, a priori tout le monde devrait être favorable au libre-échange. Et ce que montre Béroc, c'est qu'en fait historiquement, il y a très peu de pays qui ont été favorables au libre-échange, et que les pays les plus favorables au libre-échange ont toujours été les grandes puissances du moment. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la grande puissance libre-échangiste, c'est évidemment l'Angleterre, qui pousse aux accords commerciaux avec la France, avec d'autres pays.
qui pousse l'ouverture commerciale de la Chine dans les guerres de l'opium, etc. Bon. Avec la Première Guerre mondiale, l'Angleterre se referme en grande partie. Et la nouvelle puissance qui promeut le libre-échange principalement après 1945, c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, on voit bien que la période de l'Empire américain est plutôt derrière nous que devant nous. Et on voit des puissances montantes, évidemment la Chine gagner. Et aujourd'hui, ceux qui sont les premiers à dire non, il ne faut pas que les États-Unis se referment, c'est la Chine qui est peut-être l'empire de demain et qui en même temps promeut aujourd'hui le libre-échange à l'échelle du monde. Donc je crois que la position de Trump correspond à un moment historique où probablement les États-Unis sont moins puissants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques décennies et donc retrouvent des intérêts géopolitiques importants. Par ailleurs, donc, de ce point de vue-là, ça va vers en tout cas de nouveaux rapports de force et une repolitisation des rapports commerciaux. Il y a évidemment d'autres éléments. La Chine affirme des intérêts politiques nouveaux dans les questions commerciales. On a un pays comme l'Inde qui affirme par exemple vouloir viser l'autosuffisance alimentaire et donc s'extraire du libre-échange en matière agricole. Donc on a beaucoup de signaux qui vont vers ces nouvelles partitions, ces nouveaux clivages au sein de la mondialisation. L'élection de Trump et ses discours sont un des éléments, mais ce n'est pas le seul, je crois. Et effectivement, si dans ce contexte-là, nos pays européens restent sur une vision assez naïve d'un libre-échange mondialisé bon pour tous, on risque d'abord de grosses déconvenues dans les années qui viennent. Alors pour terminer cet entretien, une question peut-être un peu plus métaphysique. Selon vous, dans le désir, je pense, commun de nos espérances que le politique domine l'économie, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de l'économie, donc du matériel, est-ce possible dans un monde qui ne croit plus ? En d'autres termes, si Dieu est mort, que place-t-on qui puisse être accepté et intégré par tous au-dessus de la recherche de son intérêt propre, égoïste, sonnant et trébuchant ? C'est tout à fait fondamental. Je crois qu'effectivement, peut-être au cœur du capitalisme, et je crois que quelqu'un comme Karl Marx, d'ailleurs, l'avait très bien saisi, les pages peut-être les plus belles de toute l'œuvre de Marx, ce sont celles où il parle du fétichisme de la marchandise, et donc où il nous dit que l'homme moderne n'a plus de Dieu, n'a plus rien de transcendant, et voit la marchandise, les biens de consommation, comme le dernier fétiche. On a chaque année des scènes, j'ai en tête, aux États-Unis, alors je ne sais plus si la personne était morte ou simplement multi-traumatisée, pour s'être bagarré pour des pots de Nutella en solde dans un supermarché. Et donc on voit bien qu'ils étaient prêts pour gagner 30 centimes sur un pot de Nutella à se massacrer. Et donc voilà, le pot de Nutella était devenu le fétiche ultime. Et donc je crois qu'effectivement, quand on n'a plus rien de supérieur, c'est très compliqué de sortir du capitalisme. Et on peut espérer, on aura sûrement peut-être à l'avenir de nouveaux cultes, pour le meilleur ou pour le pire, qui pourront peut-être un jour permettre autre chose. Mais tant qu'on reste effectivement dans ce fétichisme de la marchandise, eh bien, le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Travers. J'invite les auditeurs à vous retrouver dans les pages de la revue Éléments, actuellement en kiosque, évidemment dans les prochains numéros. Et nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt à tous.